Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Et bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait des 10 jours de la culture programmés dans différentes salles de l'agglomération grenobloise, de la sortie d'un livre consacré aux acteurs de la montagne et de la revue de presse de la semaine. Et pour parler de ces sujets, je reçois Laurent Davier. Bonjour Laurent. Bonjour. Journaliste au Dauphiné Libéré, rédacteur en chef du magazine Ski Chrono, mais également notre expert montagne sur les émissions Esprit Montagne de Télé Grenoble, Laurent, qui va nous parler dans quelques minutes de ce livre, 100 acteurs de la montagne, qui vient de sortir. En face de vous, Laurent, Laurie, Baillet. C'est toute la team Télé Grenoble. On est un peu entre nous aujourd'hui, comme à chaque fin de semaine. Laurie qui nous fera une chronique culture consacrée aux 10 jours de la culture qui approche. Et puis Charlotte est de retour. Bonjour Charlotte. Salut Thibaut. Voilà, après une petite pause nuptiale, Charlotte qui nous livre chaque semaine sa revue de presse. Elle fait le tour des médias nationaux pour savoir comment ils ont parlé de Grenoble, mieux que Thomas Soto, j'espère. Grenoble qui est devenu un peu le symbole de l'insécurité. Voilà, je l'ai coupé, mais il l'a dit, on est le symbole de l'insécurité, en tout cas vu de Paris. On va voir si cette semaine, la revue de presse est un peu meilleure en ce qui nous concerne. Eh ben non, parce que... Ah oui, tu as oublié qu'il y avait des vertus. Oui, c'est tout nouveau, faut c'est modernisé. Il faut que je m'habitue, j'ai plus l'habitude. Donc, eh ben non, manque de peau, parce que je vais commencer avec l'insécurité. C'était une partie du reportage long format diffusé sur TMC mardi soir, intitulé « Que fait la police ?» Alors évidemment, un petit passage par la capitale des Alpes s'imposait donc. Et c'est à Grenoble que la BAC a été interviewée et ils ont présenté leur matériel. Direction Grenoble. Celle qu'on surnomme la cuvette fait depuis quelques années beaucoup parler d'elle. Qualifiée de Chicago français par un syndicat de police en 2018, son taux de délinquance bat des records, 63% plus élevé que dans les autres villes de même taille. Nous avons rendez-vous à l'hôtel de police. Bonjour. Martin, enchanté. Enchanté. Pour y retrouver l'une des 5 équipes de la BAC, la brigade anticriminalité. Une chose est sûre, ces policiers en civil sont lourdement armés. Est-ce que vous pouvez me montrer le matériel comment est équipée une équipe de la BAC, ouais. Bon, écoutez, on a un fusil d'assaut. Donc ça, c'est le HK-G36. Ça, c'est une grosse puissance de feu et on peut riposter, disons, à armes égales avec des terroristes ou alors des braqueurs qui sont équipés de Kalash. Bon, après, on a nos armes de service, mais ça... Donc là, on a des grenades. Bon, c'est du d'encerclement. Ça, c'est très utile, en fait. On en prend toujours quand il y a des émeutes, tout ça, on en prend une chacun. Ça peut arriver qu'on se retrouve encerclé par une dizaine, voire une vingtaine de jeunes. On jette ça, on essaye de s'arracher, puis voilà. Ça, c'est du MP7, c'est du gaz lacrymogène. Bon, ça, c'est pareil, pour disperser, c'est idéal. On a le lanceur de balles, le fameux lanceur de balles. Le LBD. Le LBD, qui tient. Bon, ça rigole pas. Je pense qu'ils ont sorti la totale pour impressionner Martin Veil. Et c'était bien des terroristes. Laurent a compris, touristes. On les a cueillis à coups de mitraillette. Non. Au cas où il y a des terroristes à Grenoble. Bon, forcément, si je te demande où est-ce qu'ils ont dû aller à Grenoble, tu me réponds ? Allez, au hasard. Mistral. Ah, voilà. Sauf que toi, tu l'as bien prononcé, parce que forcément, le quartier Mistral a fait parler de lui jusqu'aux plus hautes sphères de la politique. Et c'est pas pour autant qu'il est toujours bien nommé. Ce quartier, c'est le Mistral. Son nom a fait le tour de France ces dernières semaines. Sur mon instruction directe, une opération de police est en cours dans le Mistral, à Grenoble. C'est ça, c'est comme le Covid ou la Covid. Alors des charges, c'est pas les seuls à faire l'erreur, regardez. Vous êtes une maman solo d'une petite fille de 4 ans et demi. Vous avez grandi dans la cité du Mistral. Celle-là qu'on appelle, nous les médias, le Chicago français. Vous n'aimez pas ça. Allez, on va le redire pour Léa Salamé, qui regarde un peu trop France 3. Et pas assez Télé Grenoble, le quartier du Mistral. C'est dans Plus belle la vie, en fait, c'est à Marseille. Et chez nous, c'est Mistral, tout simplement, en hommage à Paul Mistral, qui fut maire de Grenoble de 1919 à 1932. Il n'y a rien à voir avec le vent, celui-là.
Alors Grenoble est peut-être le théâtre de l'insécurité, mais c'est aussi celui de première nationale. C'est le cas avec la première voie de covoiturage en France sur une portion de 8 km sur l'A48. Une information qu'on a pu retrouver dans le 1245 d'M6. C'est un nouveau panneau dans le code de la route, un losange blanc qui indique que la voie est réservée. Pour le covoiturage, au moins 2 personnes dans la voiture, pour les taxis, même à vide, et pour les véhicules 100% électriques ou à hydrogène, pas les hybrides. Une expérimentation qui durera 6 mois. Une voie de covoiturage, bon, je dirais que dans l'esprit, c'est forcément intéressant. Mais si c'est pour que ça finisse, pour qu'il y ait toujours autant de bouchons, bah voilà, quoi. Peut-être que le résultat va être un peu mitigé. Ça va peut-être fluidifier le trafic, inciter tout le monde à prendre la voiture à 2. Une portion de 8 km et demi d'autoroute à l'entrée de Grenoble, très régulièrement embouteillée par des voitures, souvent occupées par une seule personne, que l'on appelle des autosolistes. Ils sont 83% à effectuer un trajet domicile-travail chaque jour. Ah, ça peut intéresser Laurent parce que c'est pile la portion entre le siège du Dauphiné et le centre-ville de Grenoble. Il faudra que je fasse attention. Donc il suffit de mettre un mannequin à côté de soi et normalement on est considéré comme un covoitureur. Bon alors on continue cette revue de presse avec quelqu'un qui en a pris un petit peu pour son grade, Lionel Beffre, le préfet de l'Isère. Alors mardi, l'émission Quotidien revenait sur les différentes conférences de presse données par les préfets, des conférences qui du coup sont plus fréquentes à cause du Covid. Et notre préfet du jour est... Lionel Beffre, le préfet de l'Isère. Si un groupe de personnes de 15 veut aller faire un pique-nique dans un parc, ça n'est plus possible. Donc les pique-niques à l'air libre, dans les parcs à Grenoble et dans toute l'Isère, à la montagne, tout ça, c'est non. En revanche... Le nombre de participants est désormais limité à 30 personnes pour les événements suivants. Les fêtes familiales, ça peut être des mariages ou des communions, les soirées étudiantes, les tombolas, les anniversaires, les lotos, organisés dans ce qu'on appelle les établissements recevant du public. Du coup, faites des pique-niques à 30 dans des lieux clos en disant que c'est une tombola, ça marchera. Date de quand, Thibaut, ta dernière tombola? Alors moi, je suis adepte des tombolas, mais je vais apporter une petite précision. Je vais venir à la défense de Lionel Beffre. D'ailleurs, Laurie était présente à cette conférence de presse. Et en fait, ils sont malins à quotidien. Et quand tu vois un peu l'envers du décor, tu comprends comment ils fonctionnent. Parce qu'effectivement, à Grenoble, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, donc les pique-niques à 15. Et après, ils prenaient le cas de l'Isère complète, où là, on peut aller jusqu'à 30. Quotidien a mis les deux d'un coup et ils retombent un peu sur leurs pattes. Donc voilà, on va dire match nul entre les deux parties. Bon alors on va rester en montagne, pas avec des pique-niques cette fois-ci. Depuis le début de la semaine, Jean-Pierre Pernaut a lancé une série de reportages intitulée La France défigurée. Et oui, je vais encore parler de l'Isère. Donc c'est au JT de 13h sur TF1. Et mercredi, c'est donc une ancienne station du Vercors, Saint-Honoré, aussi appelée la station fantôme, qui a fait l'objet d'un reportage. C'était une des fiertés de cette vallée de montagne. Une station de ski qui domine toute la chaîne du Vercors. Le rêve d'un promoteur, que les habitants appellent la ruine. C'est du gâchis, c'est tout. Ouais, c'est pas beau, c'est clair, c'est pas joli du tout. Dommage de dénaturer une si belle nature, quoi. Saint-Honoré 1500, qui le jour de notre venue, ressemble bel et bien à une station fantôme. Alors c'est une station qui aura fonctionné effectivement qu'une dizaine d'années, à la fin des années 80, au début des années 2000. Alors c'est en Matésine, ça fait face au Vercors, mais on est sur le terrain des Matésins. Fais gaffe, ils sont assez, ils aiment bien conserver leur territoire. Et c'était relié à l'Alpe du Grand Serre. Et moi je me souviens quand j'étais étudiant à Grenoble, j'ai eu la chance, puisque maintenant c'est plus le cas, d'aller skier jusqu'à Saint-Honoré et de voir ces bâtiments qui étaient déjà pour la plupart à l'abandon. Bon, alors je vais finir cette revue de presse avec notre émission préférée, Thibaut, Koh-Lanta. Enfin, après celle-là, quoi. C'est ma deuxième préférée, c'est d'avoir Télé Grenoble. Oui, si tu veux. Donc du coup, cette année, pour notre plus grand plaisir, tu suis tous les soirs, parce qu'on a tous les vendredis soirs, parce qu'on a un Isérois parmi les candidats. Alors on vous en a déjà parlé plusieurs fois sur Télé Grenoble, mais j'avais envie de faire un petit point d'aventure aujourd'hui avec Laurent, qui est professeur d'histoire du coup à Giers, et qui lors de la dernière émission a pu lier son travail, ses compétences, ses connaissances à la survie. Les jaunes aussi mangent chaud, mais Laurent, le professeur d'histoire tout-terrain, veut diversifier le menu. Je suis en train de préparer un petit pic pour les crabes. C'est vrai qu'ils se cachent dans des trous avec une machette, c'est même pas la peine d'y penser. J'ai toujours appris à mes élèves que les hommes préhistoriques durcissaient la pointe de leur flèche avec le feu. Donc là, c'est des travaux pratiques. Ça s'appelle de l'archéologie expérimentale.
On est chaud patate. Ah, Laurent se révèle être un excellent chasseur-cueilleur. Je suis pas dit. Avec une technique innovante. Il soulève le sable pour faire fuir le crabe et ça marche. Le panier est plein. Et de 7. On va ouvrir une craberie. Laurent, enseignant au collège Don Bosco à Gières, dans la banlieue grenobloise, qui est en train de devenir une vedette. Alors évidemment, moi je l'ai sollicité pour qu'il vienne dans cette émission nous raconter comment il pêche le crabe. Mais malheureusement, Laurent, qui avait très envie de venir, il n'a pas eu le droit. La production ne veut pas que tous les candidats de Koh-Lanta donnent d'interviews avant la fin du jeu, qui est prévu dans plusieurs semaines. Par contre, ils ne peuvent pas interdire les élèves de parler. En fait, sa femme a regardé beaucoup Koh-Lanta et lui il était jaloux parce qu'elle s'extasiait devant les aventuriers là-bas. Du coup, il lui a dit moi je peux le faire tranquillement et tout. Et sa femme elle lui a dit tu tiens pas 3 jours. Et lui il est arrivé, il a dit d'accord, on parie. Voilà, petit extrait d'un reportage de Télé Grenoble où en fait tout ce que Laurent ne pouvait pas dire devant la caméra, il l'a dit à ses élèves qui sont venus nous le dire. Et ça nous permet d'avoir quand même quelques infos en coulisses sur cette expérience télévisuelle d'un Isérois. Merci Charlotte pour cette revue de presse très complète. Il y a une dernière info concernant notre territoire qui est un petit peu passée inaperçue vu des rédactions parisiennes. Mais c'est celle-là, vous allez découvrir en images avec cette neige qui est tombée à basse altitude. On peut envoyer les images, Lise, voilà. C'était en début de semaine, le week-end dernier, quelques dizaines de centimètres qui ont suffi pour inciter les plus mordus à ressortir les skis. Les images sont signées Stéphane Mougin, un des membres du Dauphiné Ski Alpinisme. C'est sur le domaine skiable de quelle station, là, à votre avis, les filles? On n'est pas à Saint-Honoré? Non. Vous devriez reconnaître. Laurent, près de chez nous. Allez, je vous donne un indice. Voilà, c'est les 7 lots. C'est les 7 lots, le télésiège de l'Oursière qu'on voit là. Évidemment, la station était fermée, mais il y avait de quoi se faire plaisir. T'as pas eu le temps d'aller goûter cette neige de septembre? C'est assez exceptionnel de pouvoir skier en septembre. Oui, c'était arrivé, je crois, une fois en 73 aussi, et la neige était restée tout l'hiver, du coup, donc la dernière fois. D'ailleurs, j'ai lu dans un récent article du Dauphiné Libéré que le prévisionniste montagne Yann Gizendamer, n'est jamais facile à prononcer, on l'appellera Yann, prévoit un hiver très neigeux. Très neigeux, oui. On peut lui faire confiance parce que la météo, c'est toujours un peu aléatoire. 50-50. Hein. En tout cas, les professionnels de la montagne et de toutes ces stations de ski qui attendent la neige étaient réunis en cette fin de semaine à Grenoble pour préparer une saison qui s'annonce effectivement un peu particulière. C'était le congrès des domaines skiables de France qui se déroulait à Alpexpo et des visites ministérielles. Le président de la région est également venu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette saison hivernale qui s'annonce, Laurent ? Les montagnards sont par nature optimistes. Ils étaient d'ailleurs contents de se retrouver pour ce congrès. Plusieurs centaines de personnes, c'est presque un miracle en ce moment, avec les mesures barrières. On va pas le dire au préfet de l'Isère. Non, mais on est loin du pique-nique. Voilà, de tombola, mais voilà. Bon, mais bon, ils sont quand même optimistes, mais ils sont dans une incertitude qui est assez visible. L'un d'eux me disait qu'il a l'impression d'être dans une télécabine en plein brouillard et de ne pas savoir quand est-ce qu'il va arriver au sommet, quoi. Donc voilà, ils sont prêts, ils vont mettre en place des protocoles avec le Covid. Mais ils sont quand même inquiets par rapport à la situation. Et puis le problème, c'est quand on arrive dans cette télécabine en plein brouillard, après il faut quand même descendre en plein brouillard, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus compliqué. Donc on leur souhaite quand même bonne chance à toutes ces stations. C'est peut-être nos stations iséroises qui sont moins sujettes à la clientèle étrangère qui vont peut-être s'en tirer un peu mieux que les autres. Oui. Bon, à suivre. L'événementiel, par contre, va recevoir. On a appris l'annulation, par exemple, de la Coupe du Monde de biathlon en Bornand, puisque son modèle économique tenait à la billetterie et que là, il n'était pas possible d'avoir plus de 5000 personnes. D'habitude, il y en a 20 000, donc ce n'était pas possible. Il manquait 1 million, je crois, dans le budget pour pouvoir organiser. Donc, ils font l'impasse cette année et ils reviendront l'année prochaine, on espère. Bon, le paradoxe, ce serait qu'il y ait beaucoup de neige dans le Vercor, comme l'annonce Yann et qu'on ne puisse pas faire la foulée blanche cette année, faute de mesures sanitaires adaptées. Il n'y aura pas de Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, mais il y aura 3 week-ends de Coupe du Monde à Val d'Isère, un week-end à Courchevel. C'est vrai que le ski alpin s'en sort mieux. Et en ski cross à Valto pour ouvrir en début décembre. Donc la France sera à l'heure de la Coupe du Monde au mois de décembre. Allez, il faudra suivre ça dans Ski Chrono et dans Esprit Montagne. On va rester dans l'univers de la montagne avec ce livre bleu
comme le ciel des belles journées de ski. Tu nous parlais du brouillard, mais il y a des fois aussi ce ciel-là en montagne. 100 acteurs de la montagne. Je ne sais pas s'il faut faire la liaison. Alors c'est 100 acteurs. 100 acteurs. Hein, voilà. C'est 100 acteurs. Si tu fais les liaisons, c'est SANS et ça le fait moins. Un livre qui vient de sortir, dont Laurent est le maître d'œuvre, même si c'est une œuvre collective. C'est un Who's Who de la montagne, ce livre? Non, c'est... comment dire, c'est ni un classement, ni un Who's Who, c'est une photographie un peu panoramique de cette montagne dans laquelle on vit, on travaille et on pratique. Donc c'est pas un classement, parce que c'est pas les 100, c'est 100. C'est un choix, c'est assumé. Il y a un brin de subjectivité dans ce casting qu'on a fait avec Gérard Balthazar ou encore Antoine Chandelier qui a beaucoup participé, qui est grand reporter montagne au Dauphiné-Libéré. En fait, c'est dans le prolongement d'Esprit Montagne, l'émission qu'on fait avec Télé Grenoble, le Dauphiné-Libéré et Ski Chrono. Gérard, sur une idée originale, a dit ce serait bien qu'on fasse un livre pour réunir un peu toutes les facettes, tous les versants de cette montagne en France. Et le livre vient de sortir, il est d'ailleurs présenté au congrès des domaines skiables de France. 100, c'est un chiffre symbolique, c'est peu et beaucoup à la fois. Oui. La sélection était compliquée à faire? Oui, parce que après on a décidé d'organiser le livre suivant des thématiques. Il y a des sportifs, de l'hiver, il y a des sportifs de l'été. Donc on a Martin Fourcade par exemple, François Den l'été, ce sont tous des ambassadeurs. Après il y a une forte thématique économique avec l'aménagement, les décideurs, l'outdoor qui est une filière assez importante pour la France. On a aussi l'environnement, on a appelé ça les sentinelles de l'environnement, qui sont là pour nous rappeler que on est quand même dans un milieu fragile qu'on a beaucoup aménagé et que désormais il faut quand même qu'on y fasse attention, parce que la ressource elle est certes naturelle mais elle n'est pas inépuisable. Et on l'a vu avec la station de Saint-Honoré. On l'a vu, voilà. Il y a toute une catégorie, l'art de vivre, les ambassadeurs, les chefs étoilés, les scientifiques et les experts, puisque Thibaut, tu as écrit... sur la glaciologie. Pas beaucoup, mais... Non, j'ai juste fait Est-ce que son emploi du temps était j'ai fait 1% du livre. Il a fait 1% du livre, mais c'est sur le laboratoire de glaciologie de Grenoble, qui nous en apprend beaucoup sur tout ce qui s'est passé, mais alors sur des millions d'années. Il remonte loin. Il remonte très très loin, et puis on verra ce qui va se passer plus tard, ils organisent tout ça. Voilà. Et puis il y a une petite partie sur les saltimbanques, parce que c'était les inclassables, où on va retrouver Nag Gavaggio, Gaylord Pedretti et les Saul Flyers par exemple. Donc voilà, on est vraiment dans un kaléidoscope. Alors, j'étais un peu surpris de voir ni Laurie ni Charlotte. C'était un choix éditorial assumé. Il y a des femmes, bien sûr. Il y a par exemple Eva Aliacar, qui est la directrice du parc de la Vanoise. Voilà. Non, il y a quand même des femmes. Donc il n'y a pas Laurie, pas Charlotte, mais on a prévu peut-être de faire une réédition dans quelques années. Donc elles auront peut-être aussi leur page consacrée à leur parcours. Voilà. Et oui, il y a des femmes parce que la montagne se féminise. On arrive désormais à voir quelques têtes qui émergent dans un monde, j'allais dire, assez masculin. Et le congrès de domaine skiable de France le prouve dans les allées. Il y a quand même beaucoup d'hommes, mais ça change. Donc voilà, j'allais dire, elle est en mouvement, cette montagne. Elle se doit d'être solidaire, surtout en ce moment où on voit que c'est un peu chahuté. Donc voilà, c'est toutes ces valeurs qu'on essaye de mettre en avant. Et un livre qui a été imprimé chez nous, les images de l'imprimerie des Deux Ponts à Bresson. C'était une volonté, on en avait discuté avec Christophe Haribert, le chef du Riage. Il avait dit, mais il faut qu'on soit dans un circuit court, c'est son grand terme, et y compris dans l'imprimerie. Donc on s'est dit, le circuit court, on a vu sur la carte, le plus court c'était les Deux Ponts, et on a fait ce que Christophe nous avait dit, et c'est une belle réussite, on en est très content. Alors ce livre s'adresse aussi au grand public, même si on va dire les professionnels de la montagne vont évidemment le décrypter, mais on peut le trouver dans le réseau grand public. Oui, on le trouve dans toutes les librairies de montagne, dans le réseau du Dauphiné-Libéré et même au niveau national. L'idée, c'est aussi de donner des clés à des gens qui ont envie de connaître un petit peu plus la montagne, de la décrypter au travers de cette galerie de portraits qui permet de comprendre un peu toutes les nuances qui existent, toutes les nuances de bleu qui peuvent exister dans cet univers qui nous passionne. La couleur, j'ai essayé d'être raccord. J'ai pris mon polo le plus bleu, compatible. Ça passe pas trop mal finalement. Voilà, j'étais dans le décor. Autre sortie, alors là, elle n'est pas encore d'actualité, mais ça va venir. C'est le 12 octobre. Voilà, le prochain numéro de Ski Chrono. Voilà. On voit la couverture. C'est le spécial test. Donc c'est notre numéro, j'allais dire, un petit peu phare de début de saison pour les amateurs qui veulent choisir leur bonne paire de
de ski. Donc voilà, c'est le numéro qu'on a fait un petit peu en décalé pour les tests parce qu'on a été aussi victime du Covid. Les stations ont fermé au moment où on devait commencer nos tests, donc on s'est replié sur les glaciers, aux Deux Alpes. Voilà, on a fait un peu comme tout le monde, mais on a réussi à sortir ce numéro. Et dedans, on a une grande interview de Michel Vion, président de la Fédération française de ski et un acteur du ski mondial, qui nous explique un petit peu tous les enjeux qu'il va y avoir cette saison et comment un petit peu ça va se dérouler dans cet univers un petit peu compliqué. Merci Laurent, on te retrouve tous les jeudis à 21h dans Esprit Montagne, sur le plateau de Télé Grenoble avec Lucille Dailly. Avec plaisir. Recevoir d'ailleurs tous ces acteurs qu'on trouve dans le livre et qui viennent régulièrement sur nos émissions. On va terminer, puisque tu n'es pas dans le livre Montagne, tu seras peut-être dans le livre Culture s'il y en a un jour, Laurie. C'est toi qui vas terminer cette émission. Et oui, donc cette semaine, je voulais vous parler des 10 jours de la culture qui sont organisés par Grenoble-Alpes Métropole. Et en fait, ils se déroulent du 10 au 22 octobre, donc c'est bientôt. C'est 12 jours, là. Ouais, ça commence mal. Ouais, c'est une dizaine de jours, soyons généreux. En fait, c'est le rendez-vous culturel pour les Grenoblois, les métropolitains et surtout aussi les vacanciers de la Toussaint. Donc l'objectif de ces 10 jours, entre guillemets, c'est de mettre un coup de projecteur sur la vie culturelle du territoire. Et ces derniers temps, on va dire qu'il y en a vraiment besoin. Donc c'est une deuxième édition avec pas moins d'une centaine d'événements au compteur. On parle ici donc de cirque, de cinéma, de musique, d'expos, de danse, de lecture, de culture et scientifique, de festivals, de patrimoine. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ces événements, ils se déroulent sur le territoire métropolitain, dans plus de 10 communes, donc par exemple Gières, Jarry, Noyaré, Cessin, Cessiné, Vif, etc. etc. L'idée, c'est de mettre en avant les nombreux équipements culturels de référence sur le territoire. Donc en fait, on rappelle que la métropole dispose notamment de 2 scènes nationales, donc il y a la MC2 et l'Hexagone. Elle abrite également un centre national d'art contemporain. Il y a aussi le centre chorégraphique national 2, donc il y a aussi des musées, labellisés Musée de France, une école supérieure d'art de design. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc l'événement se déroule dans ces lieux-là, mais il y a aussi par exemple la Rampe ou d'autres lieux moins connus, comme des médiathèques ou des bibliothèques. Cette opération, en fait, elle veut renforcer l'accès de la culture à tous, inviter en fait les habitants à s'ouvrir à d'autres pratiques, à franchir les frontières en fait de leur commune et découvrir donc de nouvelles structures qui sont liées au territoire. Ça veut dire que c'est une programmation qui s'adresse à un public assez large, j'imagine ? Oui, voilà, en fait, donc il y a vraiment une programmation qui est assez générale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette opération, elle ne comporte aucune réelle création dédiée. C'est vraiment recenser en fait tout un programme avec des propositions culturelles de différents partenaires de la métro. Donc il y a des ciné-concerts, il y a du cinéma, des conférences, de la danse, de la magie, de la musique, des performances, et il y a beaucoup de choses. Alors forcément, tu vas nous faire ta petite sélection, j'imagine. Évidemment, donc j'ai préparé quelques petites choses. Donc côté art de la rue et cirque, Thibaut, je te conseille Goupil ou Face. Donc c'est à voir le 10 octobre au parc Lesdiguières de Cessiné, le 11 octobre à Montchabou et le 16 octobre à Le Gars. Donc Goupil ou Face de la compagnie Les Ferrailleurs, c'est une reprise d'un extrait du conte Le Roman de Renard. C'est un show clownesque qui réunit sur scène 2 acolytes complètement loufoques, on les voit à l'image. Donc ils sont acrobates, jongleurs, chanteurs, comédiens. Ils interprètent en fait des personnages vêtus de costumes d'époque, évoluent dans un décor tout en bois et dans une tradition un peu de spectacle itinérant. Côté patrimoine, Thibaut, on a une visite guidée par exemple du musée Histobus dauphinois à Pont-de-Claix, donc là on l'aime bien. C'est 3000 m² sur l'histoire des transports en commun, du territoire, de ses origines, au milieu du 19e siècle jusqu'au début des années 2000, au menu bus, trolleybus et autocars. Et puis alors, côté ciné-concert, faut pas manquer Animalia à Noyaré le 13 octobre. C'est un projet qui mêle film d'animation chinois, univers graphique, musique actuelle, avec 2 comédiens et une bande-son contemporaine aux sonorités plutôt post-rock, folk et électro-acoustique. Côté performance magie, tu as À Vue par la compagnie 32 novembre. Donc c'est à voir à la Rampe des Chirolles le 15 octobre. C'est un spectacle qui revitalise la magie avec des formes inédites. On le voit en ce moment. Donc il y a de l'illusionnisme, du théâtre, du cirque, de l'art plastique, des effets poétiques. Et mon dernier coup de cœur, forcément, côté musique locale.
On a Arash Sarkéchik, donc il est à voir le 21 octobre au Clos des Capucins à Mélan. Son univers, on le connaît bien, c'est un mélange de blues, de chansons aux influences perses, avec des touches de guitare électrique, de percus. Arash, lui, c'est un multi-instrumentiste, un poète un peu du 21e siècle. Entre Brel et Gaëtan Roussel, je vous laisse un petit extrait. Pour le meilleur et pour le pire, les lendemains défilent au travers de la terre, du père et de la mère et de tout ce que tu fuis. Pour le meilleur et pour... Voilà, c'est un peu comme Yann Giesendamer, Arash Sarkéchik. C'est pas facile à dire, donc on dira Arash. En concert, donc le 21 octobre au Clos des Capucins. Est-ce qu'il y a une tarification spéciale pour ces 10 jours de la culture qui en font 12 ? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont quand même gratuits pendant ces 10-12 jours de la culture. Et en fait, côté spectacle, la fourchette, c'est de 3,50 € à 29 €. Donc c'est quand même très large, même si beaucoup de spectacles sont gratuits. Mais cette année, dans le pass 10 jours, il y a un petit programme en fait, qui permet d'avoir des petites réductions pour les spectacles payants. Donc par exemple, le café de la Passerelle qui est à voir le 10 octobre à Champs-sur-Drac est normalement à 12 €. Et si vous amenez votre petit coupon de réduction, il passera à 8 €. Voilà, donc, et puis on rappelle que vu le contexte actuel, il vaut mieux quand même réserver sa place. Bon, 29 €, c'est également le tarif grand public du livre consacré aux acteurs de la montagne, 29,90 €. Ça fait un peu moins de 30 centimes par acteur. Comme vous savez que ceux qui ont écrit touchent 10% de ça, moi j'ai touché 3 centimes. Et je l'ai fait pour la postérité. Pour la montagne. Voilà, pour la montagne, exactement. Petit appel à mon invité d'hier pour la fête de la science. Il m'avait amené un objet symbolisant l'interaction entre l'homme et la nature, mais il a oublié sa boule à neige. Donc si jamais il nous regarde ce soir, elle reste là sur le plateau. Il est le bienvenu pour la récupérer. Et puis on va terminer avec des images insolites. On parlait de neige. La semaine dernière, je recevais sur ce plateau les organisateurs du Vélo Vert Festival, un grand rendez-vous du VTT qui est normalement prévu au début de l'été dans le Vercors. Dans la neige. Ils l'avaient décalé fin septembre. Et voilà ce qui est arrivé. Ils l'ont fait dans la neige, mais ils l'ont fait quand même. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Me feel alive, and then I